vais vous parler de déclarative UI. Alors, que ce soit clair, j'en ai déjà un peu parlé quand j'avais parlé de Flutter. Là, je ne vais pas parler de Flutter. Il y en a qui en ont marre. Je vais quand même en parler un tout petit peu, mais surtout, je vais parler du concept de déclarative UI. Et je vais pas mettre de Junktime. Donc, pour bien comprendre ce que c'est que la déclarative UI, déjà. Ça marche pas. Ça marche. Pour bien comprendre ce que c'est la déclarative UI, déjà on va comparer avec l'impérative UI. L'impérative UI, c'est ce qu'on avait quasiment jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise encore. C'est la méthode classique de faire des interfaces graphiques. Et donc pour encore mieux comprendre ce que c'est, on va prendre un exemple. Alors, à gauche, là, imaginez que j'ai une interface graphique qui m'affiche un frigo. Et il me fait des animations lorsque j'ouvre la porte, je mets des bières dedans, etc. Et donc je vais vouloir animer ça en mettant des bières dedans. Donc voilà, l'animation, c'est d'ouvrir le frigo, mettre des bières et de refermer la porte. En impérative UI, je vais typiquement avoir un objet, fridge, qui va lui-même dessiner son affichage sur un canvas ou autre. Et je vais faire dessus des opérations. Donc là, typiquement, je vais faire open the fridge, put beer inside et close the fridge. Ça, c'est du classique. En déclarative UI, on va avoir un paradigme un peu différent. Je vais tout simplement dire, maintenant, je veux un frigo avec des bières dedans. Et en gros, démerde-toi. On va déléguer ça au framework. Donc, la déclarative UI, c'est vraiment ça. On va décider de séparer la déclaration de la UI de son implémentation. Encore une fois, on va déléguer ça, généralement à un framework, pour faire le boulot lui-même, et c'est lui qui va faire les animations. Alors, vous allez me dire, mais ça, on l'a déjà. Depuis longtemps, même. Pour ceux qui se souviennent de cette superbe interface. Donc, il y avait des choses qui existaient déjà qui permettaient de mettre sa UI un peu à part. Alors là, on parle de Delphi, mais on peut penser à l'HTML, Visual Basic, au XAML, aux fichiers XML d'Android, etc. Il y en a plein d'autres. C'est pas nouveau, en fait, de déporter la description de la UI dans un fichier à part. C'est vrai, mais en général, ces choses-là, elles ne permettent pas de décrire tous les états. Parfois, elles permettent de décrire qu'un seul état. C'est-à-dire, en gros, on met toutes nos vues dedans, mais c'est qu'un seul état. C'est l'état où il y a tout qui est affiché. De temps en temps, ça permet de gérer quand même plusieurs états. On peut binder certains éléments à un modèle. Typiquement, on peut mettre une checkbox, c'est binder un booléen. Donc voilà, elle va être cochée ou pas cochée en fonction de ce booléen. On va pouvoir binder la visibilité d'un élément en fonction aussi d'un autre booléen, par exemple. Donc on va être capable de cacher un peu certains éléments automatiquement, mais ça ne peut pas décrire tous les états. Il y a certains états où en fait toutes les vues sont inchangées. C'est pas du tout les mêmes vues. Il y a certains états où, voilà, faut vraiment tout changer. Et ça en fait, ce système aussi, où par exemple on crée tout et ensuite on essaye de cacher des éléments en les bindant à des booléens, en fait c'est pas forcément ce qui est le plus performant. Parce qu'encore une fois, on va créer des trucs qui sont en fait pas utiles dans tous les états. Et ça a un autre problème. Généralement, du coup, on a deux langages. On a le langage de programmation classique, avec des if, des for, celui que vous utilisez, du Visual Basic, du JavaScript, ce que vous voulez, du Java. Et on a un autre langage qui décrit l'interface graphique, souvent du XML, de l'HTML, des choses comme ça. Donc il faut quand même apprendre deux langages. Et ensuite, après, est arrivé React. Alors, je ne suis pas front, mais j'aime bien quand même React. Alors, ils n'ont pas inventé la déclarative UI, enfin, en tout cas, je ne crois pas, à vérifier. Mais en tout cas, ils l'ont vraiment démocratisé. Donc, ce qu'a fait React, c'est qu'il s'est dit que une UI, c'est vraiment une fonction d'un état. Donc, typiquement, dès que l'état change, la UI change. La UI est recréée. Si on va encore plus dans les détails avec un petit exemple pour mieux comprendre, ici j'ai un petit élément graphique, une petite cloche, qui indique un nombre de notifications. J'ai trois états possibles. J'ai un état où j'ai aucune notification, j'affiche une cloche vide. J'ai un état où j'ai 8 notifications, donc j'affiche une cloche avec une petite bulle et bien vide dedans. Et j'ai un état où j'en ai plus de 100, et alors là c'est le feu, il y en a 3 à regarder, donc je rajoute une petite animation de feu. Et encore une fois, on va imaginer qu'il faut gérer les transitions entre ces états, c'est-à-dire que, par exemple, quand je passe de 8 à 99+, je vais faire une petite animation de flamme qui arrive et qui mange ma cloche, et vice-versa, elle va disparaître joliment.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec seulement 3 états, j'ai en fait 9 transitions à gérer. On voit que c'est en haut de n carré. Donc voilà, plus vous avez d'états, plus vous avez de transitions et c'est exponentiel. Et tout ça en Interactive UI. Alors là, c'est du JavaScript avec du React. Enfin, on ne voyait même pas de React encore, c'est du JavaScript. Tout ça en Interactive UI, donc la méthode classique, ça se représente généralement sous une forme à peu près similaire à ça. Alors, ça, c'est la suite de ça. J'avais juste pas la place de tout mettre. Mais globalement, on va enchaîner des ifs en essayant de penser à tous les cas. Donc là, je vais d'abord tester si j'ai un compteur qui est supérieur à 99, mais alors si j'avais pas de feu, du coup, je vais la rajouter. Mais dans le cas inverse, si j'avais du feu, alors je l'enlève, enfin, etc., etc. Je ne vais pas tout vous décrire, mais généralement, on essaie de penser à tous les cas, et il est possible qu'on oublie des transitions. Parce qu'encore une fois, il y avait pas mal de transitions à gérer. Il y en a 9, donc il faut penser à toutes ces transitions. En Declarative UI, là c'est du React, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai 3 états. Je représente mes 3 états. 1, 2, 3. Le premier état, c'est quand j'ai un compteur à 0, je renvoie une cloche vide. J'ai un compteur inférieur à 99, une cloche avec un count. Et j'ai un compteur supérieur à 99, une cloche avec un count qui est fixe. Et en plus un style pour dire qu'il est on fire. Et après, donc là, c'est du React. C'est React qui va animer les changements d'état. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple à penser, à réfléchir. En fait, on ne se pose pas la question est-ce que j'ai loupé un if, un else ou quoi que ce soit. J'ai 3 étages, 3 if, else. Je vais parler un peu de mobile maintenant. Parce que React, c'est du web. Je suis quand même des mobile à la base. Et ce qu'il faut voir, c'est que depuis un petit moment, et c'est encore plus vrai depuis peu, le monde mobile a complètement adopté tout ce qui est déclaratif UI. Donc on a React Native qui est arrivé depuis un petit moment. Lito et Component qui sont aussi faits par Facebook. Facebook, il a fait les 3. Ils ont fait les 3, pardon. Et ils poussent vraiment ça. Ça a eu son petit succès, surtout React Native. Ça a eu son petit succès. Il y en a d'autres qui sont arrivés depuis moins longtemps. Alors il y a Flutter, voilà, je vous avais dit que j'allais en parler un petit peu quand même. Il y a Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, qui sont tous les deux donc, promus par Google et par Apple directement. Et ceux-là, ils ne sont pas encore tout à fait prêts, mais clairement ils explosent en popularité. Alors, encore une fois, on va prendre un petit exemple pour que vous voyez un peu plus concrètement à quoi ça ressemble. Là, on reste sur du mobile. Donc l'exemple ici, c'est j'ai juste une petite application qui a un compteur, et en fait j'ai 2 boutons. Soit j'incrémente ce compteur, soit je le décrémente, puis ça change le chiffre. Rien de très compliqué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le code à la fois en Jetpack Compose, donc pour Android, et en SwiftUI pour Apple. Et en fait, on voit que c'est très très similaire. Déjà, en fait, la première chose qui saute aux yeux, c'est que les 2 technos, les 2 les plus récentes, elles sont quasiment alignées sur le style graphique et la simplicité d'utilisation de cette déclaration d'interface. Donc, on voit que c'est pas du copier-coller, pardon, mais on s'en rapproche. On voit on déclare déjà juste globalement l'application. Ensuite, on a un état, on déclare un état, ici ça va être avec un plus state. Alors le plus, c'est pas pour dire qu'on incrémente la valeur de l'état, c'est juste pour dire qu'on déclare l'état. Et ici, c'est avec un arrobase state. Et ensuite, une fois qu'on a cet état, en fait, on va définir notre vue qui est liée à cet état. Ici, je centre une colonne d'un texte, d'un bouton et de 2 boutons. Donc voilà, j'ai un texte et 2 boutons en dessous, et tout ça, c'est centré. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que cet état va changer, tout ça va être recréé. Et notamment, on change cet état quand on clique sur les boutons. Donc à chaque fois que je clique sur le bouton, il va dire tout ça c'est la merde, je recommence de zéro. Il va recréer les classes et tout refaire depuis le début. Et si on regarde du côté SwiftUI, on a concrètement c'est la même chose. Ils ont renommé, ils n'ont pas nommé de la même façon, donc colonne c'est vertical stack, etc. Et donc, on se rend compte que la simplicité du truc, elle est quand même là. Si vous avez fait des interfaces graphiques en Imperative UI, ça n'a pas grand-chose à voir niveau simplicité, c'est beaucoup plus complexe. Et en plus de ça, là on est dans le même langage.
Je vous l'avais dit tout à l'heure, généralement c'est dans un fichier à part, un fichier XML, etc. Là on fait tout dans le même langage en gardant une simplicité. Donc ce paradigme de Declarative UI, il a été quand même favorisé, simplifié par le fait que les langages modernes permettent une expressivité un peu plus poussée que les langages un peu plus traditionnels, tels que du Java pré-8 sans le support des lambda, etc. Donc voilà. Vous allez me dire, maintenant, dès qu'on change les uns, en fait, ça recrée toutes les vues. Est-ce que ça ne pose pas un problème de performance de recréer toutes les vues à chaque fois, on crée des objets, etc. C'est quand même coûteux. Et en vrai, il y a des améliorations, des optimisations de performance qui sont faites par rapport à ça. Donc là, si on prend un exemple, c'est un switch. Donc c'est un petit élément graphique, vous pouvez taper dessus et ça va de gauche à droite, ça veut dire c'est activé ou pas. Et ça, en fait, alors là, c'est du Flutter, encore une fois, je parle un peu de Flutter. C'est celui que je connais le mieux, hein, mais c'est vrai pour d'autres technos. En Flutter, en fait, cet élément graphique, c'est défini par une classe qui s'appelle switch, qui étend de stateful widget. Stateful widget et ses classes mères, c'est grosso modo, alors je ne vais pas faire le détail complètement, mais c'est entre 1500 et 3000 lignes grand max. Et ensuite, après, il a quelques petites méthodes que je ne vous ai pas mis pour la simplicité, mais concrètement, il a un seul truc qui est vraiment très important, c'est un booléen qui représente son état. Et en fait, il n'a vraiment pas grand-chose. Si on compare ça avec la classe switch d'Android, cette fois, on voit qu'on est à peu près, en tout et pour tout, sur 45 000 lignes de code pour la classe switch d'Android, dont 30 000 qui sont juste pour la classe view, qui est la classe parent de toutes les vues. Alors, il y a certes très beaucoup de commentaires dans ce code-là, mais quand même, c'est énorme. Et en fait, on se rend compte que allouer ça en mémoire, c'est beaucoup plus lourd qu'allouer une classe en Flutter qui fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, la classe Flutter, elle ne fait pas tout ce qui est dessin. Elle garde juste l'état. Tout ce qui est dessin, tout ce qui est rendu graphique, etc., elle s'en fout. Elle délègue ça. Donc ça va être beaucoup plus rapide de construire de nouveaux objets. On s'en fout, en fait, on en crée de tout temps. À chaque fois que l'état change, on recrée tous nos objets, toutes nos hiérarchies de vues. On les recrée, etc., et on s'en fout un peu. Ensuite, il y a une deuxième optimisation. C'est l'optimisation du rendu. Alors là, je vais prendre deux exemples. Typiquement en React, alors c'est du web. React, en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va recréer toutes ces vues, il va mettre ça dans un virtual DOM, VDOM, et ensuite, au lieu de tout redessiner, il va dire, bon ok, mais c'est quoi ma différence avec mon DOM normal? Et en fait, il regarde juste la différence, et il va juste mettre à jour dans le DOM juste cette différence. Et donc, en fait, il va redessiner que ce qui est important. Donc c'est encore une optimisation de rendu qui fait qu'on n'a pas trop de problèmes de performance. Flutter, il y a aussi d'autres mécanismes. Typiquement, je vous ai dit que le widget, il ne fait pas le dessin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est bindé à un render object, et même si le widget change, il est recréé, il est rebindé au même render object. C'est lui qui va faire le vrai boulot. Et lui, il ne change pas. Donc voilà. Et ça peut pas faire peur à première vue, mais en fait, ils ont des performances qui sont très bonnes. Dans certains cas meilleurs, typiquement je vous l'ai dit, les views d'Android, elles sont très très lourdes à créer, etc. Ça pose des problèmes. Là, on ne va pas avoir ce problème. Alors, petite conclusion, nous, pour le mobile, alors globalement on aime bien ça, hein, les déclaratifs UI. On a fait un test. Sur Flutter, on a décidé de faire un side project avec. Alors on ne va pas vous en parler tout de suite, ça attendra peut-être un peu. Mais bon, on est en train de le tester. SwiftUI, on aimerait bien l'utiliser. Après, on attend de pouvoir faire des applications qui sont en iOS 13 minimum, parce que c'est le gros point faible de SwiftUI. Déjà, il manque quelques petits trucs, hein, il manque quelques petites classes, etc. Mais globalement, c'est utilisable, à part que c'est supporté que sur iOS 13 et supérieur. Donc ça, il faut qu'on ait un go du marketing pour pouvoir faire des applications où on met ce minimum-là. Et Jetpack Compose, alors là, on n'en fait pas. On n'en fait pas parce que c'est juste après. Aujourd'hui, en fait, déjà pour tester, c'est compliqué, il faut un autre IDE. On ne peut pas mixer ça facilement avec une application existante. Il faut un autre IDE, un autre SDK, etc. Et de plus, il manque plein de trucs liés à ce web. Enfin, il y a encore du boulot là-dessus. Ils en sont conscients. Ceci dit, il y a quand même de la hype autour. Et quand ça sortira, on espère qu'on puisse l'utiliser dans nos applications.
Donc voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué. Hein. Comme dernière présentation, moi c'était un peu plus light. Bon, un petit crédit obligatoire, mais est-ce que vous avez des questions ?